Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, mon invitée, native de l'Abitibi-Témiscamingue, mon invitée est une femme de cœur et de conviction. Maman de la charmante Lona, elle a œuvré en tant que journaliste durant 17 ans dans les grandes salles de nouvelles que l'on connaît. Aussi animatrice, conférencière et autrice, c'est à travers son premier livre, Plus jamais la honte, le parcours improbable d'une petite Poké, qu'elle nous a raconté son enfance difficile et son parcours de survie auquel elle a dû faire face dès sa tendre enfance. Quand un parent manque d'intégrité envers un enfant, l'enfant n'arrête pas d'aimer son parent, mais il arrête de s'aimer, nous dira-t-elle. C'est à travers l'écriture de son deuxième livre, il s'appelle Tous Courage, qu'elle nous amène dans le quotidien des enfants de la DPJ. Elle aurait préféré ne pas avoir à prendre la parole, mais c'est en voyant les centaines de milliers de signalements par année au Québec auprès de la DPJ qu'elle s'est questionnée sur la méconnaissance qu'on entretient face à ce que subissent encore aujourd'hui des milliers d'enfants. C'est maintenant en tant que marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ qu'elle se fait un devoir de donner une voix à ces enfants qu'on ne peut et qu'on ne veut pas identifier, ces enfants qui existent sans existence. C'est aussi en tant que porte-parole du nouveau programme Mentorat 1621 des grands frères et grandes sœurs du Québec qu'elle veut assurer un réseau solide afin d'aider ces jeunes à traverser une période cruciale de leur vie. Une rencontre que j'amorce donc avec beaucoup d'admiration envers mon invitée, Nancy Audet. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Wow, quelle belle présentation. Merci de m'accueillir. Plaisir. Ça Vraiment me fait plaisir contente. d'être là. Contente vraiment d'avoir accepté, que tu aies accepté l'invitation parce que tu es très sollicitée ces temps-ci avec ton deuxième livre. J'étais là justement au lancement. C'est un beau lancement. Et là, avec en plus les médias là, qui sont à l'affût de ce qui se passe là, en ce qui concerne la petite fillette de Granby. Et ben là, tu es là. Tu es là aujourd'hui, Oui. donc venir nous parler de tout ça, de ton parcours, de ton histoire, parce que c'est une histoire peu commune, de battante, de survivante, je dirais. Es-tu d'accord avec ça? Oui, les gens me parlent souvent de résilience, mais moi, je dis souvent que quand on a été victime de maltraitance, ce n'est pas que de la résilience, c'est plus fort que ça. C'est de la résistance. Il faut résister très, très, très fort parce que on grandit avec beaucoup de colère dans le cœur, beaucoup de tristesse aussi, une faible estime de nous-mêmes qui fait en sorte qu'on va prendre trop souvent de mauvaises décisions, qui va faire en sorte que quand la lumière se présente dans notre vie, bien, on va aller se cacher parce qu'on pense qu'on ne la mérite pas, la lumière. On va essayer de l'éteindre. On va essayer de l'éteindre, hein? On va bousiller les belles opportunités, les belles relations. On ne s'en rend pas compte. Donc, il faut résister à tout ça très, très fort. Et c'est ce que je dis aux jeunes que je croise. Résistez fort. Ne laissez pas la colère et ce manque d'estime détruire votre avenir. Vous avez autant de potentiel que les autres. Vous avez le droit de rêver. Ce n'est pas une fatalité. Puis vous n'avez peut-être pas eu la chance d'écrire les premiers chapitres de votre livre. Mm-hmm. Non. Mais maintenant, par contre, il y a des pages blanches. Puis c'est à vous de décider ce que vous allez écrire dans votre livre, puis pas personne d'autre. Peu importe ce qu'il y a dans le rétroviseur. Puis à un moment donné, il faut arrêter de regarder là. Il faut regarder là. Puis toi, justement, tu as décidé d'écrire ton livre adolescente quand tu es partie, parce que tu es native de l'Abitibi, parce que justement, la petite Nancy, elle est née d'une famille, une fratrie de 3 enfants. Oui. Hein? Donc, tu as une sœur et un frère. Et tu es la petite dernière? Au milieu. Au milieu. Ah, qui était l'enfant sandwich qu'on appelle. Oui, l'enfant sandwich, qui était moins désiré que les autres. Okay. Ma mère voulait avoir 2 enfants. Elle voulait avoir absolument un garçon. Donc, moi, j'ai une grande sœur. Et puis, quand je suis arrivée, elle était très déçue. Elle a pleuré quand elle a accouché de voir que j'étais une petite fille. Mon père a espéré que ça passe. Hein, la déception allait passer. J'étais toute petite. T'étais un petit bébé, là. Et malheureusement, ça n'a pas passé. Et tout de suite après moi, il y a eu un garçon. Et là, c'était l'enfant miracle, la joie et tout.
Puis ça lui a pas permis d'accepter que tu sois là. Non, T'étais comme... j'étais toujours de trop. T'étais de trop. Oui, j'étais toujours de trop. Puis quand tu es un petit enfant, puis tu te sens de trop tout le temps, puis qu'on dit que c'est dans ta tête, tu sais, mais que tous les gestes montrent que tu n'as pas ta place, à la longue, c'est très étouffant. C'est très souffrant, ouais, de jamais trouver sa place. Tu sais, moi, j'ai toujours dit que l'indifférence, c'est aussi une forme de violence, hein? De sentir qu'on n'existe jamais dans le regard de l'autre, ou quand on existe, c'est toujours négatif. C'est très dommageable pour un petit enfant. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, à chaque fois que je croise des gens, je leur dis, soyez généreux quand vous croisez un enfant, toujours. Soyez généreux de compliments. On peut toujours trouver un compliment quand on croise un enfant, un vrai compliment. On peut toujours axer sur le positif. Puis vous ne le savez pas, mais vous êtes peut-être la seule personne qui va complimenter ce petit enfant-là et ça va faire la différence dans son cœur, cette journée-là. Et peut-être qu'après, les jours après, il va y penser. « Hey, moi, je suis bon en dessin. » Ou, tu sais, il y a quelqu'un qui me dit que j'étais intelligent ou que j'étais bon avec les chiffres. Ou, ça peut lui permettre de forger planter une graine. Son petit soldat intérieur pour survivre de cette situation-là. Moi, ceux qui ont pris le temps de planter des graines, de me dire que j'avais des qualités, ont fait une grande différence dans ma vie parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais à la maison. Donc, c'est important. On peut avoir un impact beaucoup plus grand qu'on pense dans la vie d'un enfant qui subit de la maltraitance ou qui n'est peut-être pas accompagné comme il devrait être accompagné. Donc, ça a été, oui, une enfance difficile. Heureusement, je suis partie assez tôt de la maison. Oui, tu étais adolescente. J'étais adolescente. T'avais quel âge quand tu as quitté? J'avais 15 ans quand je suis partie. Donc, et avec le recul, je me rends compte qu'il fallait être très effrontée pour partir comme ça toute seule de l'Abitibi à 15 ans. T'emmener à Montréal. M'emmener à Montréal toute seule. Mais ça a été vraiment salvateur, je crois, le terme pour moi, de m'éloigner d'un milieu très toxique. De pouvoir reprendre mon souffle. Oui, parce qu'une autre route aurait pu être la délinquance. Oui, définitivement. Oui. D'ailleurs, moi, souvent, quand j'étais journaliste sportive, j'allais toujours voir les entraînements de l'Impact de Montréal. Et on doit passer, pour les gens qui ne connaissent pas Montréal, c'est sur le boulevard Notre-Dame. Et il y a beaucoup d'itinérants, des femmes, des hommes, beaucoup de femmes. Et chaque fois, avec mon caméraman, je baissais ma fenêtre puis je prenais le temps de leur parler. Comment ça va aujourd'hui, tu sais? Puis je donnais toujours quelques dollars. Puis quand j'en avais pas, je disais, t'as-tu faim? J'avais toujours une barre tendre avec moi, toujours des trucs. Puis je leur donnais. Puis mon caméraman de l'époque riait de moi puis disait, « Ah, toi, Mère Teresa. » Mais j'avais pas le courage de lui dire que dans le fond, je savais que ça pourrait être moi. T'aurais pu être là. J'aurais pu être là. Je le sentais fortement. Je l'ai toujours senti que je pourrais être au coin de la rue en ce moment en train de demander un coup de main pour survivre. T'sais. Moi, j'ai été plus chanceuse que les autres. En même temps, dans ce parcours-là, j'ai croisé des gens qui m'ont tendu la main dans des moments vraiment importants de ma vie. Des gens qui ont cru en moi quand moi, je ne croyais pas en moi-même. Donc, il y a une question chance aussi, mais aussi une question de quand quelqu'un te tend la main, il faut être capable de la gripper. De force de caractère aussi. Oui. Parce qu'il y en a qui vont subir moins, mettons, que tu as subi, puis qui sont moins outillés psychologiquement. Oui, en même temps, je fais toujours attention à ça parce que je ne veux pas juger les personnes qui ont tellement souffert que même quand ces personnes-là n'ont tellement pas d'estime d'elles-mêmes qu'elles se disent « Pourquoi quelqu'un me donnerait un coup de main? Je ne mérite pas d'être aidée, moi. » Non, parce qu'ils ont fini par croire qu'ils valaient rien. Ils ont fini par croire ça. C'est dur de sortir de ça. Moi, je ne serai jamais dans le jugement. Puis, un autre des problèmes, c'est qu'on ne traite pas les personnes qui souffrent. Hein? On va punir les personnes pour leur comportement. On va les juger, on va les stigmatiser, mais jamais on va voir derrière, hey, pourquoi cette personne-là a ce comportement-là? Mais c'est parce que la personne a vécu des traumatismes, parfois très graves.
Tu sais, le nombre d'itinérants qui ont été abusés sexuellement, c'est pas moi qui le dis, c'est les études. Mais il y a un nombre extrêmement élevé d'itinérants qui ont subi des abus sexuels, des agressions sexuelles dans l'enfance. C'est pas pour rien qu'ils sont brisés. Donc, quand on en croise, tu sais, prenez le temps d'y regarder, de leur parler avec dignité puis humanité. Parce que exister dans le regard de l'autre, c'est vraiment important. Je pense qu'il n'y a rien de pire dans la vie qu'à t'ignorer. Hein, des gens qui font semblant qu'ils ne te voient pas. Non, non. Surtout Dites-lui quand bonjour, quand comment ça va? ouais. Tu sais, c'est rien, là. C'est un petit 30 secondes dans votre journée, mais qui, encore là, peut vouloir dire beaucoup pour l'autre. Puis toi, tu es en région, donc là, tu avais quand même la fratrie et tout ça. Ça s'est passé dès ta tendre enfance. Est-ce qu'il y avait des adultes qui remarquaient, bon, tu avais ton père qui était spectateur de ça, qui était comme un peu... Bien, mon père partait à la semaine. Oui, OK. Mon père a toujours été bûcheron, travaillait dans la foresterie, OK. partait très, très tôt le lundi matin pour revenir très tard le vendredi soir, puis il passait sa fin de semaine à l'aréna. OK. C'est un joueur de hockey, c'est un coach de hockey, un entraîneur. Donc, je pense qu'il était très malheureux à la maison. Donc, quand il revenait, il s'évadait. Donc, j'étais un petit peu laissée à moi-même. J'avais quand même quelques adultes autour de moi. J'avais mon grand-père paternel qui était mon voisin. Il était bien conscient de ce que je vivais. Mais mon grand-père, lui, sa façon de réagir, puis c'est une autre époque, là, quand même. Moi, j'ai 45 ans, tu sais. Je suis plus jeune. Mais lui, c'était de me prendre le plus souvent possible avec lui, de m'amener dans la forêt, de faire des activités avec moi. Je passais beaucoup de temps chez lui. Il me donnait comme un petit îlot, tu sais, pour me reprendre mon souffle. Mais il était bien, bien conscient de ce que je vivais. Puis il me disait toujours de serrer les dents, qu'un jour, ça allait passer. Tu sais, serre les dents, ça va passer. C'était un peu ça, hein, parce dans ce qu'eux temps-là. avaient une époque aussi Oui. où, dans le temps, même les corrections, quoi que ce soit, c'était presque accepté ou ça faisait partie de l'éducation. Puis là, tu avais une grande sœur. Vous avez combien d'écart? 3 ans. 3 ans. Sais-tu comment ta grande sœur vivait ça? Parce que sûrement que l'enfant qui est plus vieux que toi voit ça, là, qu'elle, elle ne subit pas ces sévices-là. Oui. Puis que sa petite sœur, qu'elle a le goût de jouer possiblement à poupée avec elle, ou je sais pas, c'est ça qui endossait un peu le même comportement. Ben, c'est ça qui est OK. dangereux. OK. Puis, tu sais, pendant longtemps, j'en ai voulu, j'ai eu de la peine, mais en grandissant, tu comprends des choses. Elle reproduisait le comportement. Puis moi, j'ai suivi plusieurs thérapies pour réussir à m'en sortir. Puis, j'ai un psychologue extraordinaire qui s'appelle Gilbert Chauvin, qui m'expliquait que, dans le fond, l'enfant devient un allié du parent. Du parent violent. Parce que, ben non, mais c'est parce que l'enfant, un enfant va répéter les gestes qu'il voit. Hein? Donc, si le parent traite l'autre de pas bon, ben lui aussi, il va avoir tendance à être traité de pas bon. Il va répéter les comportements violents, agressifs. Quand on est un enfant, c'est un enfant tout neuf, hein? Oui. Mais on apprend à aimer comme on apprend à détester. Donc, on a appris à cette personne-là à me détester. Puis on l'a mis sur un piédestal aussi. Puis on l'a mis sur un piédestal. Puis puis l'enfant se dit aussi, hey, moi, là, je veux jamais être à sa place. Fait que je vais tout faire pour pas perdre la mienne. Pour pas perdre la mienne. Puis pas perdre la mienne, ça veut dire aussi m'assurer qu'elle se fait toujours punir. M'assurer qu'elle ne prend pas ma place comme enfant aimé. Puis c'est donc de toujours aller rapporter ce qu'elle fait de mal. Ça devient un environnement très, très, très toxique. Donc, j'ai jamais eu de relation ou presque avec cette personne-là. C'est ça la vérité. Fait que tu n'avais pas de contact aujourd'hui? Non, puis c'est parce que, tu sais, c'est comme une maison. Ouais. Hein, je dis souvent aux gens, l'important, c'est que ta fondation soit solide. Hein? Parce que quand il va y avoir des gros coups de vent, puis des grosses tempêtes, si la fondation n'est pas solide, qu'est-ce qui arrive? Bien, la maison, elle s'effondre. Hein? Donc, nous, il n'y en a pas de fondation. Donc, ça fait en sorte que chaque fois qu'il y a des petites tempêtes, bien, la maison, elle tombe, ça devient fatigant. Puis un jour, il faut être capable de dire, bien, tu sais quoi? J'ai plus le goût de ça. J'ai plus le goût de ça. Il n'y en a pas de fondation, puis on ne sera pas en mesure d'en construire une. Ça se faisait dans la petite enfance.
puis ça n'a pas été fait. Donc, il faut être capable de partir avec la tête, le cœur tranquille, de dire, je te souhaite la meilleure des choses. Moi, je vais aller me construire une vie, je vais aller m'entourer de gens aimants, de gens qui me respectent, puis je te souhaite le meilleur. Moi, je souhaite la même chose. Moi, je leur souhaite le meilleur. J'ai le cœur très tranquille, en paix. Aucun ressentiment par rapport à ça. J'ai fait la paix avec ça. Moi, j'ai pardonné, puis je suis bien. Ton père aussi, t'as encore un peu de contact avec lui, c'est oui. Puis tu sais, je trouve ça le fun. On a quand même réussi à rétablir une belle relation. Il m'a beaucoup appuyé pendant l'écriture de mon premier livre. Il m'a beaucoup aidé à me rappeler des souvenirs. Parce que même s'il était là la fin de semaine, il a quand même vu beaucoup de choses. Donc, son regard était important. Et puis, je suis très reconnaissante qu'il m'ait appuyée là-dedans. C'était pas évident pour lui non, ça quand même. Ça, j'allais dire, ça devait être une forme de thérapie pour lui aussi. Oui, parce que lui aussi a vécu des choses très difficiles. Donc non, j'apprécie ça. Puis, c'est bien qu'on puisse avoir une relation aujourd'hui qui est saine. Puis on communique souvent, puis il m'encourage dans ce que je fais, puis il est papy. C'est sûr qu'il est loin, là, hein, il est très loin, mais quand même, c'est bien qu'on ait réussi à établir ça entre nous deux. Puis là, à 15 ans, tu pars de ce milieu-là, tu décides que c'est ta façon à toi de survivre, c'est le tunnel qui s'offre à toi. Mais avant de partir, il y a quand même une personne significative, Rosemée. Rosemée Vallée. Oui, qui a été pour toi une dame vraiment, qui a eu ça a été ton ange gardien, ça a été elle est là? Elle est là, Rosemée. Oui. Ouais. Rosemée, elle m'a accueillie 2 fois en famille d'accueil. T'avais quel âge la première fois? J'avais 9 ans. La première fois, il y avait eu un signalement anonyme. Excuse-moi, Jésus, plein d'eau. Je pleure tout le temps que j'ai les invités. C'est bon, vas-y. Rosemée, il y avait eu une plainte anonyme à la DPJ. Il y a quelqu'un qui s'inquiétait pour moi. OK. Tu n'as jamais su c'était qui? J'aimerais tellement ça. C'était peut-être le grand-papa. Mais je me dis que sûrement, je sais pas, peut-être que la personne n'est plus en vie parce que je l'ai réclamé beaucoup dans les entrevues. J'aurais tellement aimé ça, un jour, recevoir un message de quelqu'un qui me dit, tu sais, c'est moi. Mais j'aimerais ça pouvoir prendre cette personne-là dans mes bras parce qu'elle s'est inquiétée pour moi. Puis ça, c'est important. Ce qu'elle a fait pour moi cette journée-là. Je ne l'oublierai pas jamais, même si je ne sais pas c'est qui cette personne-là. Parce que de tes 9 ans, tu as vu qu'il y avait autre chose, qu'il y avait d'autres choses qui existaient, puis que tu pouvais être aimée par une personne. Bien, c'est là que j'ai atterri dans la maison de Rosemée. J'ai été tellement étonnée de voir que je pouvais être traitée pareil comme les autres enfants de la maison. Avec autant de respect, avec autant d'amour, que j'étais en sécurité. Hey, le sentiment d'être en sécurité, c'est tellement important pour un enfant. Pas dormir juste d'un œil. C'est le numéro 1. Ben oui. Tu sais, on va penser qu'un enfant a besoin de câlins, d'amour. Non, un enfant qui subit de la maltraitance a besoin de se sentir en sécurité. Physiquement puis émotivement, c'est ça qu'elle m'a donné. J'ai su rapidement dans sa maison qu'il n'y a rien qui pouvait m'arriver. Puis en plus, il y avait toujours un bol de fruits sur la table, puis j'avais le droit d'en prendre quand je voulais. Puis ça, là, c'était la première fois que je pouvais faire ça, moi. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est des petits détails. Puis aujourd'hui, j'ai toujours un bol de fruits, moi, sur la table, en honneur de Rosemée. Puis ma fille, elle a le droit d'en prendre quand elle veut des fruits, puis c'est pour tout le monde. T'sais. Parce qu'aussi, ce qui était malsain dans cette situation-là, c'est qu'il y avait d'autres enfants. Donc, toi, tu avais des droits. Ces enfants-là avaient des droits que toi, tu n'avais pas. Tu sais, des fois, tu as un enfant unique qui est maltraité, il ne voit pas autre chose. Il se dit, ben coudonc, ça doit se passer comme ça ailleurs. Mais là, toi, il y avait ça aussi qui venait encore rajouter. Je trouve que c'est encore pire, là. Parce que tout le temps. Ouais. Tu sais, mes parents partent en Floride, ils viennent me porter dans une maison où je connais personne, ils me débarquent là, j'ai 4 ans, je rentre dans cette maison-là avec plein d'adultes, d'inconnus, puis ils partent avec mon frère puis ma sœur, puis moi, ils me laissent derrière. OK? Dans un endroit qui était vraiment pas adéquat pour une petite fille de 4 ans. Non, parce que tu as subi des agressions. J'ai été chanceuse. Non, mais dans cette maison-là, j'ai été chanceuse qu'il m'arrive rien. OK? Ça m'est arrivé, je le dis dans mon livre, j'ai été abusée sexuellement par un voisin. Ma mère m'amenait là, me faire garder, puis bon,
On lui donnait quelques dollars, puis elle partait. Mais cette fois-là, j'ai été super chanceuse, mais c'est d'être toujours laissée derrière, de voir que toi, tu fais pas partie de la famille. Tu sais, je me souviens d'une anecdote, quand le film E.T. a sorti, tu sais, comment les enfants, on était énervés. Puis ma mère est partie voir le film avec mon frère puis ma soeur, puis moi, elle me laissait derrière. Puis je me souviens que le lundi, à l'école, je faisais semblant que moi aussi, j'avais vu le film. Tous les enfants étaient allés le voir. Puis, ah oui, c'est drôle, hein, quand il a fait ça, E.T., ah oui, tu répétais drôle. Ce que les autres enfants avaient dit, fait que plus tu en entendais, plus tu étais capable de Je faisais semblant que je l'avais relater. vu moi aussi. Mais des années plus tard, quand j'ai pu voir le film, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ben, écoute. C'est niaiseux, hein? Mais c'est des petites blessures qui s'ajoutent une après l'autre, puis qui te suivent jusqu'à l'âge adulte. Encore aujourd'hui, à mon âge, je vois E.T., puis j'ai tout un petit serrement au cœur. C'est drôle, hein? Mais c'est parce que ça, c'est quelque chose qui s'est répété toujours pour moi, puis qu'on a toujours nié, tu sais. Mais non, t'exagères. Ah, mais c'est parce que tu n'avais pas des bons comportements, tu sais. Mais quand tu n'es pas aimé, que tu es toujours mise de côté, que tu subis de la violence corporelle, c'est normal à un moment donné de ne pas avoir des bons comportements, tu comprends? D'exprimer une certaine colère. Mais, tu sais, Rosemée, quand je me suis sauvée, à 15 ans, moi, je me suis sauvée. Oui. En fugue. J'étais plus capable. Je suis bien étonnée d'avoir réussi à faire ça. J'ai mis mon linge dans un sac, me suis sauvée. Et puis, c'est la police qui m'a récupérée 2 semaines plus tard. Ça faisait 2 semaines que je dormais sur des divans ici et là. Puis, ils m'ont amenée dans un centre jeunesse, dans un centre de réadaptation. Puis, j'étais en très mauvais état. Puis là, je pensais que c'était terminé pour moi à ce moment-là. Je me disais que j'allais m'enlever la vie, que j'étais fatiguée, je ne pouvais plus continuer. Et puis, il y a une travailleuse sociale qui a été super gentille, elle m'a écoutée. Puis j'ai pu lui, pour la première fois, je pense qu'on m'écoutait. Et puis, je lui ai dit toute la vérité, ce que j'avais traversé, comment je me sentais. Puis elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai dit, ben, peux-tu appeler Rosemée Vallée? Tu sais, ça faisait quand même 6 ans. Ben oui. Puis je me rappelais encore d'elle. Puis elle l'a appelée. Puis Rosemée, elle a accepté de me reprendre dans sa maison. Puis pour moi, ça, c'est un bel acte d'amour. Puis tu sais, je la revois, là, tu sais, sur la galerie, là, tu sais, « Hey, tu t'ennuyais de moi, ma grande brune? » Ben oui. Puis elle m'a rafistolé, tu sais, elle m'a rafistolé le cœur. Mais Rosemée, c'est pas quelqu'un qui te victimisait. Non. C'est quelqu'un qui te disait les vraies choses. Puis elle m'a dit, Nancy, il n'y a pas personne qui va prendre soin à part toi-même. C'est fini, là. Tu sais, ça fait 15 ans là, qu'on s'occupe pas. Elle ne pas dire ça à 9 ans, mais à 15 ans, elle pouvait te le dire. Elle dit, là, ça fait 15 ans là, qu'on ne s'occupe pas de toi. On ne va pas commencer demain. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire pour t'occuper de toi? Ben, j'ai dit, il faut que je m'en aille. Je ne peux plus continuer comme ça. Je vais mourir. Ben, elle dit, va-t'en. Fait qu'on a établi un plan ensemble que j'allais déménager. Je me suis trouvé une pension à Repentigny. Je me suis acheté un billet d'autobus. On a convaincu, fouille-moi comment, les gens que c'était correct, que j'allais venir reprendre mon secondaire 4. J'avais échoué l'année d'avant. Reprendre mon secondaire 4, la chance aussi de recommencer à jouer au basket. J'aimais beaucoup ce sport-là. Oui, parce que c'est une sportive, on va en parler. Je suis une grande sportive. Le sport, c'est essentiel à ma santé mentale. Et puis, bien, elle m'a fait confiance, puis elle avait raison sur toute la ligne. Ça m'a fait du bien d'être loin. Ça m'a fait du bien même si je vivais beaucoup de solitude, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis vraiment de me relancer cette année-là. Puis j'ai croisé une enseignante extraordinaire de français, Madame Lapointe, à Jean-Baptiste Maillard, qui me disait que j'étais bonne, puis que j'avais du talent en communication. Première fois que quelqu'un me disait ça, elle m'a donné confiance. Puis le coach de basket qui me disait que j'étais tellement bonne, qui m'a demandé d'être capitaine de l'équipe. Eux autres, ils ne savaient pas là, que la petite fille, là, j'étais encore une petite fille à 15 ans. T'es encore une petite fille que quelques mois avant, je me sauvais en jetant mon sac de linge par la fenêtre. Il n'y avait aucune idée, puis je m'en vantais pas. Il n'y a personne qui savait ça. Non, parce d'une part, tu essayais d'oublier, j'imagine, puis de mettre ça derrière toi. Oui, puis tu sais, moi, je voulais vraiment, je voulais me rebâtir, puis je voulais pas, mais aussi, tu as bien honte de ça, là. Tu ne vas jamais parler de ça. Non. Donc, tu sais, ces gens-là m'ont donné une bonne tape dans le dos.
Puis j'étais assez forte après pour retourner, finir mon secondaire 5. C'était vraiment important, ça. C'est l'éducation, on va en parler plus tard, mais ça a été une porte de sortie incroyable pour moi. Donc, je suis vraiment, vraiment reconnaissante que Rosemée ait eu le courage de me dire les vraies choses, tu sais, parce que j'avais besoin de ça. Puis c'était du tough love. Tu sais, c'était de l'amour, là, Rosemée, c'est de l'amour, là, tu sais, mais fais ce que tu as à faire. Elle était très stricte, très sévère, encadrement serré, mais c'est de ça dont j'avais besoin. C'était avec amour. Avec amour. Tu sentais Toujours. l'amour derrière ça. Toujours. Toujours. T'investis pas de temps dans un enfant si tu ne l'aimes pas. Tu sais, à passer du temps assis dans le blanc des yeux, à dire là, tu sais, tu vas m'écouter. Puis, tu sais, c'est important que tu prennes ta vie en main. Tu fais pas ça si tu n'aimes pas un enfant. Tu vas pas perdre ton temps. Tu comprends? Donc, puis tu sais, encore aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Je suis vraiment contente de l'avoir retrouvée. Oui, parce que tu l'as comme perdu de vue à un moment donné. Oui. Puis là, on s'est retrouvés. C'est sûr que là, elle a une santé très fragile. Je ne vous cacherai pas que je suis vraiment inquiète pour elle. Mais c'est ça, je vais être là jusqu'au bout. Puis c'est un peu, avec ta Luna, là, justement, c'est un peu comme sa mamie d'adoption. Bien, ils ne se voient pas souvent parce que Rosemée habite encore en Abitibi-Témiscamingue. Puis avec la pandémie, je te dirais qu'on a recommencé à se voir beaucoup avant la pandémie. La pandémie, ça a été difficile. On n'avait même pas le droit de lui rendre visite. Ça, elle a trouvé ça vraiment, vraiment difficile. Elle a l'habitude d'être entourée de gens. Oui, puis ça a été vraiment une période... on s'est vu l'année passée. On a fait une belle cérémonie. Elle a reçu la médaille de l'Assemblée nationale pour tout ce qu'elle a fait pour les enfants qu'elle a accueillis dans sa maison. Wow. Ça a été un beau, beau moment. Tu devais être derrière ça un petit peu? Un petit peu. Un petit peu. Et puis, donc, c'est ça. Mais, tu sais, je trouve ça le fun que, tu sais, Lona puisse la rencontrer, savoir c'est qui cette femme-là, puis le rôle qu'elle a joué dans ma vie. Ça, c'est bien, bien précieux pour moi de pouvoir dire ça à ma fille, puis que ma fille puisse la connaître. Oui, puis là, t'es maman. Donc, là, il y a plein de choses que tu ne veux pas reproduire. Puis naturellement, il y a des choses qui sont évidentes que tu ne reproduiras pas. Mais tu as suivi des thérapies puis tout ça, mais il y en a des fois que c'est ça que ça va être de reproduction. Fait que là, tu as ta petite. Est-ce que tu penses que tu vas être que tu es une mère un petit peu plus permissive? Est-ce que tu penses que tu es dans le trop du beau? Oui. C'est ma plus grande inquiétude, en fait. Okay. Bien, avant, moi, pendant longtemps, je disais que je n'aurais pas d'enfant. J'avais trop peur. Je me faisais pas confiance. Je me disais tout d'un coup que j'ai ça en moi. Tu sais, je me serais jamais... j'aurais jamais pris le risque de faire subir à un enfant ce que j'avais subi. Jamais, jamais. J'aurais préféré ne pas avoir d'enfant. Donc, c'est tard. Hein? Moi, j'ai eu Lona, je tombe enceinte à 38 ans. Ça a été long avant que je me fasse confiance. Puis c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Puis j'ai eu peur de tomber justement de l'autre côté, surprotectrice, qui l'étouffe, qui l'aime trop, qui la met dans Watt, qui la gâte trop, qui veut... Fait que je me suis assurée d'être bien conseillée, bien entourée. Moi, j'ai jamais peur de me remettre en question. Jamais, jamais. Puis, tu sais, comme tous les parents, je vais faire des erreurs. Je suis loin d'être parfaite. Mais je suis une maman quand même assez stricte. Oui, je suis très stricte. Pour moi, c'est important que Lona soit respectueuse avec les gens, avec son enseignante. Je lui rappelle toujours l'importance de bien traiter le personnel scolaire, bien traiter les autres enfants. Pour moi, là, le respect, c'est vraiment à la base de tout. Fait que je suis assez stricte avec elle par rapport à ça. Fait que quand j'ai eu la première communication de son enseignante la semaine passée, qu'elle m'a dit que Lona, c'était un vrai rayon de soleil dans la classe, puis qu'elle était très chanceuse d'être son enseignante, ça m'a touchée beaucoup parce qu'elle a une belle joie de vivre. Mais c'est sûr qu'elle est entourée, tu sais, Lona, elle manque pas d'attention, ça c'est sûr et certain, là. Puis moi, j'ai un beau grand réseau d'amis. J'ai des beaux êtres humains autour, là. Lona est entourée de tellement de beaux êtres humains, c'est incroyable. Je pense que c'est la plus belle chose que j'y offre, en fait. Tu sais, c'est toutes ces belles personnes-là que j'ai rencontrées au fil des années. Moi, je suis une fille très loyale, là. J'ai les mêmes amis depuis 20-30 ans. Fait que de pouvoir offrir ça, tu sais, à ma fille, là, je trouve ça bien belle fun. Puis quand tu la vois grandir, est-ce que c'est comme si tu permettais
à la petite Nancy de revivre un peu ce qu'elle aurait aimé vivre? Oui. Tu sais, il y a des moments où je viens très émotive quand on vit des choses ensemble. C'est plus dans le sens, hey, c'est tellement beau être maman. C'est tellement beau la relation qu'on a ensemble là, quand on se regarde dans les yeux puis qu'on se dit, je t'aime d'amour. Tu sais, nous, on se dit ça tout le temps, maman, je t'aime d'amour. J'ai moi aussi, je t'aime d'amour. Tu sais, c'est tellement beau, c'est tellement sain. Je me dis, aïe, je suis passée à côté de ça, moi. Tu sais, c'est triste d'être passée à côté de ça, puis pas juste pour moi, là. Tu sais, je veux dire, c'est des deux côtés, là. Ouais. Moi, je suis hyper reconnaissante de pouvoir vivre cette expérience-là avec elle. Cet amour-là inconditionnel, c'est incroyable. C'est la plus belle chose au monde. Ah Tu oui. sais, être parent, tu sais, moi, c'est un grand privilège d'être parent qui vient avec de grandes responsabilités. Oui, puis comme tu dis, on n'est pas C'est parfait. pas tout Là, le temps tu sais, être parent, facile. ça veut pas dire qu'on... Non. Tu sais, on peut avoir des moments plus difficiles, on peut... mais il y a des limites. Hein, Mais, c'est ça. mais je la vois. Je m'assure qu'elle se rende compte que sa maman la voit tout le temps. Quand elle fait son cours de natation, puis qu'elle regarde à travers la vitre, elle voit mon regard. Je suis toujours dans le moment présent. Je la regarde, elle. C'est important. Quand elle fait son cours de danse, elle voit que mes yeux sont là tout le temps. Tu sais, elle est importante. Elle est aimée. Et elle a une confiance en elle qui me dépasse complètement. Tu sais, quand elle arrive là, à son spectacle, puis qu'elle met sa petite main sur sa hanche, la première rangée en avant, puis qu'elle est comme, regardez-moi aller. Moi, j'ai jamais eu ça, moi. Non, mais Fait je suis pas mal certaine que si on t'avait mis dans un élément comme ça, tu aurais été possiblement la petite fille en avant. Parce que cette force-là que tu as eue de prendre tes choses puis de partir à 15 ans, c'est sûr. Moi, je ne retiens pas du voisin, là. C'est sûr. Fait que oui, tu l'as en toi. Moi, je suis certaine que tu l'as. C'est juste que, contrairement à Luna, on ne t'a pas permis de tu sais, on l'a étouffé énormément ça. Mais si tu avais été dans un cours de danse, possiblement que tu aurais été la première avec ta petite main en avant. Mais regardons nos enfants. Ouais. Tu sais, à la fête des mères, j'étais avec elle, puis on est allé au parc. Puis moi, je mets toujours mon cellulaire dans le fond de mon sac à main quand on est au parc ou on fait quelque chose ensemble, parce que sinon, ça sonne tout le temps, Ben tu oui. le sais, hein? Puis à un moment donné, je la regarde jouer, puis elle grimpe partout, puis je me tourne, puis je vois que tous les parents dans le parc sont sur leur téléphone. J'ai comme eu un pincement au cœur. Ça me tentait d'aller voir, « Hey, regarde ton enfant, comment il est beau dans les jeux. Il arrête pas de te regarder pour que tu vois comment il est bon là, au bar, là, tu sais. » Puis, je pense que ça, c'est important. On va devoir déposer nos téléphones. Il faut les regarder. Oui, faut dans la vie qu'on a aujourd'hui, il faut qu'ils se de voient. performance. Puis de... Il faut qu'on voit, qu'on les regarde, qu'ils sont importants. T'sais, on est Même justement... s'ils ont tout, parce que même dans des familles Oui. où les enfants ont tout, des fois, ce regard-là, il n'est pas là. Tu regardes, moi, la première, là, mon gars, il est plus vieux, je dis, ben, il joue au hockey. Je le regarde pas tout le temps. Mais sais-tu, tu me parles aujourd'hui, puis je regarde. Je pense, ce soir, il y a une game, là, ben, je vais le regarder plus. Tu sais, parce que je me dis, bon, là, il pourrait même prendre l'auto puis aller tout seul. Mais si je suis là, je vais le regarder, puis c'est vrai qu'il y a besoin encore de ce regard. Puis, tu sais, je suis là, je présente, là, je suis dans plein d'affaires, mais c'est vrai que je pourrais être encore mieux. T'sais? Puis c'est en se parlant, des fois, entre parents comme ça, qu'on se dit, ben écoute, regarde, moi, j'ai pris. Puis toi, ben tu as pris encore plus cette conscience-là parce que ça m'a tellement manqué. Ouais. Puis là, tu parlais de loyauté, de gens, parce que tu es arrivé ici en ville, tu as façonné ton réseau, tu as façonné les gens. C'est toi qui as choisi. Il a fallu que tu aies du flair aussi à choisir les bonnes personnes. Puis là, tu as construit autour de toi, justement, là, des amitiés, des gens de confiance. Et là, tu as continué tes études, tu as continué ton chemin. Bien, moi, j'ai décroché de 19 à 23. OK. 4 années d'errance, de consommation, OK. de sabotage, de justement, Ça allait trop bien, là. Bien, ça commençait à aller trop bien ou bien tu t'en étais sortie, en fait? Tu sais,
l'arrivée dans la vie adulte avec tous ces questionnements, avec le fait qu'on se cherche. Moi, je rêvais d'être journaliste déjà à ce moment-là, mais je me disais, je suis tellement pas bonne. Je serais jamais capable d'être une journaliste. J'étais convaincue que c'était pas accessible pour moi. Je savais pas quoi faire de ma vie. J'avais pas beaucoup d'argent non plus. Tu sais, j'étais tannée de manger des toasts au beurre de pinot, là. Pendant mon cégep, j'étais pauvre, pauvre, pauvre. Donc, j'ai décroché. J'ai connu une période très difficile. Je me suis éloignée des gens qui m'aimaient. J'ai fait, en fait, ce que beaucoup de jeunes adultes font. On pense tellement qu'on ne mérite pas ça. Ou moi, je pense que je me disais à l'époque, je vais m'en aller avant qu'ils se rendent compte que je ne vaux pas grand-chose, puis qu'eux me rejettent. Peur du rejet, Tu sais, j'imagine. là, c'était... Aujourd'hui, je suis capable de me rendre compte que c'est ça que j'ai fait, tu sais, mais heureusement, ces gens-là ne m'ont jamais laissé tomber. C'est les parents de mon premier chum qui m'ont pris... eux autres ont eu... Manon et Roger ont eu chacun 2 garçons. Ils se sont rencontrés, puis ils ont élevé les 4 garçons ensemble. Puis moi, j'ai sorti avec le plus vieux de la famille. Fait que quand j'étais arrivée dans la famille, j'étais la première fille. Oh là là! J'étais bien contente. Ils m'ont magané sur un méchant temps. Mon doux, les gars étaient durs avec moi, mais c'était plein d'amour dans cette maison-là. C'était beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis, Roger et Manon m'ont beaucoup encouragée à aller à l'école. Ils ont toujours été là pour moi. Même après ma séparation avec le garçon de Roger, il m'appelait « Comment ça va? » Ils venaient me rendre visite. Ils m'invitaient à venir leur rendre visite aussi. Eux étaient dans la région de l'Outaouais. J'allais les voir. Ils gardaient toujours un œil sur moi. Puis à 23 ans, ça faisait tellement plusieurs fois qu'ils me disaient « Nancy, faut que tu ailles à l'école. Il faut que tu ailles un métier. » Puis à 23 ans, j'ai fait « OK, ça suffit, là, le niaisage. Tu vas l'essayer. » Fait que j'ai appelé Manon, puis j'ai dit que j'allais essayer de m'inscrire en journalisme. Puis elle m'a dit « Ben viens donc vivre à la maison. Il y a de la place pour toi, puis on va être là pendant tes études. » C'est tellement, tellement précieux, ça, là. Puis elle avait raison, parce qu'entre toi puis moi, j'aurais jamais réussi à traverser mes 4 années en journalisme sans Manon. En toute honnêteté, aussi, ça aurait été difficile pour moi de payer un appartement, ça aurait été difficile pour moi de travailler en étudiant parce que j'avais trop de retard par rapport aux autres de la classe. C'était évident, les profs me le disaient, j'ai failli me faire mettre en dehors du programme parce que j'arrivais pas donc à avoir des résultats suffisants. Puis heureusement, je me suis accrochée, puis à force de travail, j'ai réussi à rejoindre les autres. Tu avais une nouvelle maison avec des meilleures fondations. C'est ça qui m'ont permis, eux autres, ouais. de m'enraciner. On oublie souvent l'importance de s'enraciner pour un enfant, puis il n'est jamais trop tard pour s'enraciner. Moi, ces gens-là m'ont permis de m'enraciner. Puis ils étaient là au lancement de mon livre. Puis ils étaient les 2 assis en avant, puis c'était important qu'ils soient là. Ils devaient être fiers. Encore aujourd'hui, à mon âge. Oui. Tu sais, parce que famille, vous m'avez donné... Oui, vous m'avez permis de m'enraciner. C'est précieux, là, ça, là. Tu sais, une famille où je peux me rendre à chaque Noël avec ma fille, puis de ressentir une belle relation d'amour, de respect, de soutien, ou un numéro de téléphone où je peux toujours appeler quand j'ai des moments plus difficiles comme tout le monde. C'est précieux d'avoir ce numéro-là en poche. Donc, ces gens-là, ce qu'ils ont fait pour moi, c'est extraordinaire. Fait que des fois, aujourd'hui, quand je redonne, puis j'essaie de redonner, puis les gens me demandent pourquoi, mais c'est parce qu'on m'a tellement donné. Il faut que je redonne. J'ai pas le choix. Moi, j'ai trop été chanceuse malgré tout ça. Puis là, tu le fais. Tu le fais là, avec la Fondation, avec J'essaie. la DPJ. Alors, ce sera dans une deuxième partie que nous allons continuer notre entrevue avec Nancy Audet.